Merci beaucoup. Donc, peut-on encore, même je dirais, considérer le vieillissement comme un processus homogène? Alors, je viens de parler de diversité, donc je pense que vous me voyez venir. Et la réponse est non, mais pourtant, on a... Hop, je peux plus déplacer les slides. Mais on a, d'un point de vue linguistique, on va dire une seule catégorie pour définir ce qu'est le vieillissement, la vieillesse. On s'accorde tous à les définir finalement sous un même terme. Et cette catégorie linguistique peut être le reflet de catégories mentales avec des adjectifs, des qualificatifs qui vont être associés à cette catégorie du vieillissement, de la vieillesse, et qui sont bien souvent connotés négativement dans le cas du vieillissement. Donc ce concept unique, finalement, vient masquer toute la diversité qu'il peut y avoir dans le vieillissement et la vieillesse. Alors, ces catégories linguistiques, elles peuvent s'opposer à la réalité, notamment à la réalité phénotypique. Si on se base sur le phénotype de la vieillesse, finalement, il existe des vieillesses, des vieillissements. On n'a pas un phénotype unique de la vieillesse et du vieillissement. De la même manière, sur le plan biologique, il existe différents piliers, différentes voies de vieillissement d'un point de vue donc biologique. Et si on considère le vieillissement comme une pathologie, par exemple, c'est pas ce que je propose, mais si on considère le vieillissement comme une pathologie, il semble qu'il existe plusieurs causes et donc aucune intervention ne pourrait traiter le vieillissement. Donc, du point de vue biologique, il y a différents vieillissements, des vieillesses. Et puis sur le plan statistique, le vieillissement, les personnes âgées représentent la catégorie la plus hétérogène au niveau de la santé. Et le plan cognitif, la dimension cognitive n'y coupe pas. On va avoir une diversité des profils cognitifs, une haute variabilité entre les individus, avec des individus qui vont avoir présenté un déclin des performances cognitives, tandis que d'autres vont continuer à performer tout au long de leur vie, jusque très tard dans la vie, ou pour certains, présenter des troubles précocement qui peuvent ou non s'aggraver, comme c'est le cas par exemple dans une conversion vers la démence. Donc il existe une haute variabilité qui se reflète également au niveau statistique et de la cognition. Alors, ces catégories, cette conception du vieillissement comme un phénomène unique a des répercussions sur le plan social, mais aussi dans nos pratiques, et notamment nos pratiques de recherche. On se base sur un postulat, une hypothèse, cas témoin généralement, où on présuppose qu'il existe deux ensembles bien définis avec nos témoins, nos contrôles ici, ou nos cas qui peuvent être des personnes âgées ou des personnes avec un diagnostic particulier. Or, dans la réalité, il existe plusieurs scénarios avec, par exemple, parmi les cas, plusieurs sous-groupes, ou encore la variance entre nos témoins et nos cas est finalement partagée et il semble exister plutôt un spectre plus que réellement deux groupes bien distincts. Aussi, on peut observer chez les cas, par exemple, des caractéristiques ou des comorbidités qui en font un ensemble qui est diffus et hétérogène. Donc, il existe une haute variabilité interindividuelle qui nécessite un changement de paradigme dans nos pratiques. Alors, face à l'échec de cette approche one size fits all, qui est rapportée de plus en plus et plus récemment a fortiori, on a le concept de médecine personnalisée qui a été mis en avant avec la notion de gérontologie, de gériatrie de précision qui veut mettre en place des activités de prévention, des activités thérapeutiques qui vont être personnalisées, individualisées, ciblées et qui présupposent qu'on arrive à établir le bon diagnostic pour la bonne personne avec le bon traitement et pour mettre en place le bon traitement au bon moment. Alors, cette notion de médecine personnalisée, elle n'est pas si récente que ça, finalement, mais
avec, au 19e, 20e siècle, essentiellement, avec la volonté de mettre en place une médecine scientifique, une médecine expérimentale, on va avoir de plus en plus, la volonté d'avoir des preuves scientifiques, donc de mettre en place des études de groupe, des études de population pour mettre en avant des effets généraux. Et la systémisation de ces études de groupe, de ces études de population, plus les révolutions technologiques et la digitalisation, a permis de cumuler, de partager d'importantes connaissances et de créer des bases de données massives qui permettent à l'heure actuelle, grâce à l'intelligence artificielle, de reconsidérer, d'analyser l'individu et la diversité. Donc l'intelligence artificielle peut maintenant servir la médecine. Cependant, ça suppose qu'il y ait aussi des exigences éthiques et notamment, parmi ces exigences, un contrôle humain et ce, aux différentes étapes. Donc que ce soit à la définition des objectifs ou à la définition des limites qu'on va accepter, ou encore pour les critères qui serviront aux algorithmes de personnalisation. Et on peut se demander dans ce cadre-là si l'âge chronologique qu'on utilise comme un critère de vieillissement classiquement est un bon critère pour nos algorithmes de personnalisation. Alors si on en suit l'opinion publique, il semblerait que oui, puisque c'est un critère qui est fréquemment rapporté. On peut voir tout de même que selon l'âge du répondant, le critère d'âge n'est pas le même. Avec l'avancée en âge, on a tendance à décaler le critère d'âge qui correspondrait à une personne âgée. Et on peut expliquer cet écart par finalement l'écart entre l'âge réel, l'âge objectif, l'âge chronologique, et puis l'âge ressenti par une personne, puisqu'il semble exister comme une décorrélation entre l'âge chronologique et l'âge réel, et l'âge ressenti avec l'avancée en âge. Donc on voit déjà qu'il existe différents âges et que ce critère d'âge chronologique est peut-être pas idéal pour personnaliser nos algorithmes. Alors, l'âge chronologique est quand même un excellent prédicteur du vieillissement et notamment du vieillissement des populations. On a cette loi de Gompertz qui date du 19e mais qui continue à être excellente pour prédire la mortalité, la longévité des populations. Donc la longévité des populations, elle peut être prédite avec l'âge chronologique, donc ça pourrait être un bon marqueur. Oui, mais le problème, c'est que les modèles démographiques, ils comprennent un amalgame de processus qui sont des processus physiologiques, certes, mais aussi des processus sociaux, des processus liés aux populations, spécifiques aux populations. Et quand on s'intéresse à des algorithmes de personnalisation ou à l'individu, les modèles de prédiction individuelle ne suivent pas les mêmes lois et il existe au niveau individuel une relation hautement variable entre l'âge et la longévité qui peut s'expliquer par différents facteurs génétiques, non génétiques, environnementaux, socio-économiques par exemple, qui ne sont pas liés à l'âge ou pas forcément liés à l'âge chronologique. Il y a une étude intéressante qui est parue dans Brain récemment, qui s'est intéressée à des jumeaux monozygotes, donc des vrais jumeaux, et ils ont montré que chez ces jumeaux qui présentaient des biomarqueurs de la maladie d'Alzheimer, et bien finalement, entre les jumeaux, au sein des paires de jumeaux, ils présentaient en moyenne des patterns de charge de la pathologie tau qui étaient très similaires, comme on peut le voir ici sur cette paire de jumeaux. Alors, ça, c'était en moyenne et ça montre l'influence du facteur génétique sur la longévité individuelle et notamment la longévité en bonne santé. Mais parmi ces jumeaux-là, il y avait quand même une importante variabilité inter-individuelle, avec, comme par exemple ici, une charge et une distribution spatiale différentes entre les jumeaux. Ils sont allés regarder ce qui pouvait expliquer ces différents patterns, et parmi ces facteurs, la dépression, le niveau de dépression, l'activité sociale ou l'activité physique pouvaient expliquer cette différence de charge de la pathologie.
le jumeau qui présentait une charge de pathologie plutôt plus importante avait tendance à présenter aussi des symptômes de dépression plus importants et une activité sociale, une activité physique réduite. Donc cette étude, elle est importante parce qu'elle montre que la génétique est cruciale, mais pas que. On peut avoir des leviers d'action avec nos styles de vie et l'environnement, mais aussi que l'âge chronologique, puisqu'il s'agit de jumeaux, donc qui ont le même âge, est un mauvais indicateur finalement des capacités fonctionnelles. Et donc, ça nous pousse à essayer de voir quels peuvent être les autres marqueurs qui peuvent être de bons marqueurs de la longévité, de la diversité fonctionnelle. Et l'âge biologique, ces dernières années, s'est imposé comme un marqueur intéressant. Donc on peut maintenant, grâce à différents biomarqueurs, identifier des âges biologiques pour chacun des organes. Et on s'est rendu compte que l'âge chronologique et l'âge biologique ne sont pas toujours les mêmes. Même s'il existe une relation entre les deux, on va avoir des individus qui vont présenter un âge biologique plutôt favorable, c'est-à-dire inférieur à leur âge chronologique, par exemple, ou un âge biologique malheureusement défavorable qui s'écarte grandement de l'âge chronologique et qui est plus élevé que l'âge chronologique. Donc, on va avoir des âges fonctionnels, on va pouvoir mesurer des âges fonctionnels qui diffèrent de l'âge chronologique. En ce qui concerne le cerveau, ce qui nous intéresse particulièrement pour mesurer la variabilité interindividuelle au niveau neurocognitif, on va avoir maintenant des modèles pré-entraînés disponibles dans la littérature, des modèles qui ont testé des milliers d'IRM anatomiques et qui, grâce à ces IRM anatomiques, peuvent nous permettre d'identifier, à partir de nos scans, dans nos études, l'âge cérébral de nos individus. Donc, à partir d'une IRM anatomique, de mon sujet ou de mes sujets, je peux estimer, en les confrontant à ces modèles préentraînés, un âge cérébral. Donc, c'est un biomarqueur qui peut être individuel, mais aussi accessible, car on a de plus en plus de données IRM anatomiques, que ce soit en recherche ou en routine clinique. Et puis, on peut aussi évaluer ces âges cérébraux, les confronter à différents contextes, comme par exemple face à la neurodégénération, identifier des profils à risque, ou alors en lien avec différentes variables, comme des mesures physiques ou de style de vie. Et c'est ce qu'on a cherché à faire dans une étude récente ici au CRI-UGM. On a réutilisé des données qui ont été acquises chez des individus montréalais âgés entre 20 et 85 ans et qui présentent différentes mesures d'engagement dans des activités et notamment qui nous permettent d'avoir une description précise de leur style de vie. Donc les activités qu'ils ont fait et qu'ils font sur différentes périodes de temps, mais aussi sur différents domaines cognitifs, physiques, sociaux, etc. Et puis on a des mesures de réserve cérébrale avec le volume de certaines structures, de certains réseaux cérébraux et des mesures cognitives, donc des scores neuropsychologiques. On a estimé l'âge cérébral d'individus d'une autre cohorte pour pouvoir confronter les âges cérébraux estimés de notre cohorte montréalaise, du CRI-UGM, et pour vérifier qu'on obtenait de manière robuste des âges cérébraux comparables, même si nos séquences d'acquisition ne sont pas forcément les mêmes, et c'est le cas. Donc, on a ensuite mesuré un indicateur intéressant qui est le Brain Age Gap, qui est l'écart finalement entre l'âge chronologique et l'âge cérébral prédit. Et ça nous permet d'identifier des groupes d'individus, non pas basés sur l'âge chronologique, mais basés sur l'apparence de leur structure cérébrale. Donc, soit plus âgés, c'est le groupe Bac+, ou alors plus jeunes ou équivalentes aux normes attendues pour leur âge, donc le groupe Bac-. Et dans notre cohorte, on a à peu près 2/3 de personnes de plus de 60 ans qui présentent un profil Bac- et 1/3 d'individus qui présentent un profil avec une apparence cérébrale finalement qui est plutôt défavorable et donc des profils à risque, potentiellement.
Et on a cherché à voir quelles pouvaient être les variables qui expliquent ces profils, différents profils de bagues, ces différents groupes de bagues. On a mis toutes nos variables de réserve cognitive, réserve cérébrale, de style de vie dans le modèle, et on a essayé d'identifier quelles sont les variables qui permettent d'expliquer au mieux, de prédire au mieux ces groupes de bagues. Et parmi ces variables, on va avoir 5 variables de réserve cérébrale, dont 3 liées au réseau du langage, donc c'est assez intéressant de noter, et puis une variable de réserve cognitive, la variable CSA, qui est la fréquence d'engagement dans les activités stimulantes sur le plan cognitif. Donc avec ces 6 variables, on est capable de prédire proche de 80% le BAG d'un individu. Mais on s'est dit qu'on n'a pas toujours en poche ces variables de réserve cérébrale, et on a cherché à voir si finalement, à partir de la variable d'engagement dans des activités stimulantes sur le plan cognitif, qui est assez simple à obtenir à partir de questionnaires, on peut classer nos différents groupes. Et c'est le cas, on obtient de bonnes performances de prédiction avec une classification correcte de 7 personnes âgées sur 10. Ensuite, on a cherché à aller un petit peu plus loin et à essayer de voir si on pouvait identifier un critère qui nous permette de classer au mieux nos individus. Et ce qu'on a pu observer, c'est qu'en deçà d'une pratique hebdomadaire, nos participants avaient tendance à présenter un profil à risque, donc un BAG défavorable. Au-delà de cette pratique hebdomadaire, donc pluri-hebdomadaire ou journalière d'activités de stimulation sur le plan cognitif, les individus avaient tendance, les personnes âgées avaient tendance à présenter un profil, un état cérébral, je dirais, favorable. Donc ça vient mettre en avant l'importance d'une pratique régulière, mais en allant un petit peu plus loin, on se rend compte qu'on a quand même encore des difficultés à cibler les profils précisément, et surtout cibler les profils à risque. Alors on a essayé de voir ce qui pouvait expliquer cette difficulté à cibler les profils. Il semblerait que les performances cognitives puissent aider à cibler ces profils, puisque parmi les profils à risque qui étaient classés comme ayant un état cérébral attendus pour leur âge, finalement, c'est ceux qui présentaient des performances cognitives les plus élevées. À l'inverse, les personnes âgées qui présentaient un profil, un état cérébral attendu pour leur âge, c'était également, et qui sont classés avec les profils à risque, c'était ceux qui présentaient des performances cognitives amoindries. Donc il va être important, lorsqu'on va chercher à faire un profilage, et notamment un profilage précis, de prendre en considération les performances cognitives en plus de l'état cérébral. Et c'est ce qui nous amène, c'est ce résultat qui nous amène, en plus d'autres résultats dans la littérature, qui nous amène à revoir nos approches et à considérer peut-être un âge cérébro-cognitif qui prend en considération la dimension cognitive. C'est l'idée du projet de postdoctorat que je vais mettre en place, et qui s'appelle Présage, et qui vise à définir un algorithme de prédiction de l'âge cérébro-cognitif qui soit à la fois multimodal, longitudinal et spécifique, on va le voir après, pour établir des diagnostics, des pronostics qui soient le plus fiables possible en vue d'effectuer des interventions comme par exemple de la stimulation cognitive qui soient ciblées et personnalisé. Et ce développement méthodologique, on va le réaliser à partir de différentes populations et dans une logique de science ouverte et de réutilisation des bases de données existantes. Alors jusqu'à présent, on peut calculer un âge cérébral. L'objectif est d'accroître la validité fonctionnelle de la mesure pour établir de meilleurs diagnostics, et pour ça, on va chercher à tendre vers cet âge cérébro-cognitif en incluant des scores neuropsychologiques et en particulier des scores de langage. Alors pourquoi le langage? On a vu qu'il était fortement en lien avec le BAG dans l'étude que je vous ai présentée tout à l'heure, donc le Brain Age Gap, l'état cérébral finalement, mais aussi parce que le langage, c'est une fonction qui est généralement bien maintenue tout au long de la vie, avec des domaines qui vont plus ou moins être préservés, même si les scores restent globalement dans les normes. Avec des scores de vocabulaire et de compréhension qui sont maintenus, voire améliorés avec l'avancée en âge, ou des scores de dénomination, de fluence verbale qui vont avoir tendance à diminuer avec l'âge.
Donc on a une sémantisation de la cognition qui peut expliquer l'augmentation des performances en vocabulaire et en compréhension avec une augmentation du lexique mental. Il va y avoir possiblement une perturbation de l'accès et de la récupération lexicale avec des difficultés de dénomination et de fluence verbale, comme je viens de le dire, et qui se manifestent par des latences augmentées, des latences de traitement ou de production augmentées, des erreurs de production et une occurrence plus importante du phénomène du mot sur le bout de la langue. Donc c'est ce qui est nommé ici le TOTS. Et ce qui est intéressant, c'est que, par exemple, ici sur une épreuve de fluence verbale, on a des patterns et des stratégies pour performer qui sont différentes entre des sujets dits contrôle et des personnes atteintes de MCI ou diagnostiquées avec un MCI ou une maladie d'Alzheimer. Donc, d'intégrer la dimension cognitive, ça va nous permettre finalement d'établir des diagnostics précoces, mais aussi différentiels. Et puis, l'âge cérébral, pour l'instant, il est mesuré sur la structure cérébrale dans son ensemble. Or, notre objectif numéro 2 est d'améliorer donc la sensibilité diagnostique et on suppose qu'il peut se faire uniquement si on mesure des âges spécifiques. Donc des âges spécifiques à différents sous-réseaux. Donc par exemple ici, des sous-réseaux du langage. Donc c'est un modèle qui a été développé ici pour mettre en évidence les voies de connectivité qui soutiennent différentes sous-fonctions du langage, comme par exemple un réseau sémantique, un réseau lexicophonologique ou un réseau de contrôle. Et donc, on souhaiterait mesurer des âges spécifiques à ces différents réseaux pour établir des diagnostics plus précis, notamment parce que, avec l'avancée en âge, on peut voir des modifications fonctionnelles de ces différents sous-réseaux. Donc ici, vous avez des modifications fonctionnelles, de la connectivité fonctionnelle, avec une augmentation de la connectivité fonctionnelle en moyenne sur le réseau sémantique, qui peut être en lien avec la sémantisation de la cognition dont je parlais juste avant. Et puis, il va y avoir une diminution, classiquement avec l'avancée en âge, de la connectivité fonctionnelle du réseau lexicophonologique, qui peut être lié au phénomène de mots sur le bout de la langue ou de difficultés de dénomination. Et enfin, sur le réseau du contrôle, on peut s'attendre à une diminution de la connectivité fonctionnelle qui peut être en lien avec les performances de fluence verbale. Donc, de mesurer des âges spécifiques sur ces différents sous-réseaux, ça va nous permettre d'être plus précis dans nos diagnostics, dans l'établissement de nos profils, d'autant plus qu'il existe des profils différentiels en fonction des pathologies. Par exemple, ici, pour la maladie d'Alzheimer et les sous-types de la maladie d'Alzheimer, on va avoir pour la variante classique, dite classique, donc la variante amnésique, une atteinte principalement du DMN, donc ici plutôt de notre réseau sémantique. On va avoir pour la variante logopénique une atteinte plutôt des réseaux du langage, donc ici de notre réseau lexicophonologique. Et enfin, pour la variante frontale exécutive, une atteinte des réseaux du contrôle, des réseaux du contrôle. Pardon. Donc, on va pouvoir faire établir des diagnostics différentiels et plus précoces, en tout cas on l'espère, à partir de ces âges spécifiques. Et enfin, jusqu'à présent, l'âge cérébral, il est classiquement mesuré à un temps T, ou alors quand on cherche à estimer des trajectoires, on le fait de manière transversale, donc avec des analyses transversales. Donc, ce qu'on souhaite faire, c'est d'estimer les trajectoires individuelles avec fidélité pour améliorer nos pronostics, et notamment en calculant plusieurs âges dans le temps afin d'estimer à la fois la vitesse du déclin, mais aussi l'accélération de ce déclin. Et on pense que là aussi, ça va nous permettre d'établir des pronostics plus fiables. Donc, pour conclure sur l'importance et les enjeux du développement d'un tel algorithme, donc de l'algorithme de l'âge cérébro-cognitif, eh bien, il vient répondre finalement aux principaux enjeux de demain, à savoir de tendre vers une neuropsychologie de précision avec une amélioration des diagnostics, des pronostics individuels personnalisés pour mettre en place des interventions de prévention de la santé neurocognitive et des interventions, par exemple de la stimulation cognitive, optimisée en temps opportun et individualisée. Et puis, si cet algorithme est implémenté en pratique clinique, il peut contribuer aussi à rendre les systèmes de santé toujours plus intelligents. Et enfin, l'idée est d'améliorer la recherche
translationnel, c'est-à-dire d'adapter au mieux finalement nos recherches à la clinique, et il permet de revoir nos approches et nos méthodes qui jusqu'à présent sont basées sur l'âge chronologique. Donc peut-être qu'il serait intéressant d'évaluer différemment, de réévaluer finalement nos bases de données en utilisant comme critère l'âge cérébro-cognitif plutôt que l'âge chronologique. De la même manière, on peut concevoir nos études à venir en proposant des groupes basés sur l'âge cérébro-cognitif plutôt que l'âge chronologique, par exemple. Et ce qui est intéressant avec cet algorithme d'âge cérébro-cognitif, c'est qu'il est scalable, il est évolutif et il peut s'appliquer à différents contextes, à différentes problématiques. Donc, je tiens à remercier déjà l'équipe locale, Yves et Anna Inès qui sont peut-être sur le Zoom, et aussi Simon Duchesne, Jason Steffner et Perrine Ferré. Donc, c'est vraiment l'équipe locale qui permet le développement de ce projet-là. Et je vous remercie également pour votre écoute. Donc, je pense qu'on a un petit temps. Je pense qu'on a un petit temps pour les questions. Je ne sais pas du tout. Il y a des questions. Merci pour cette merci pour cette présentation très stimulante et très intéressante. J'ai plein de questions, mais bon, c'est une idée. La première, j'aimerais savoir si vos mesures, ce sont des mesures, connaissez cette discussion avec les directeurs, les gens avec qui vous travaillez, cette notion, cette science en préserve cérébrale et maintien cérébral, aux Stern, entre autres, dans le papier blanc qu'on avait publié il y a quelques années. Et je me demandais si votre mesure d'âge cérébral était une mesure d'âge, de variabilité. Est-ce qu'on était assuré que ce qu'on avait, tenait compte, était vraiment un changement par rapport à un statut antérieur? Exact. Ou si c'était, par exemple, le fait d'avoir toujours eu un cerveau avec ce type. Ça correspondrait à la notion de réserve cérébrale. Exact. Alors que le maintien cérébral, c'est vraiment ce que la personne est en mesure de maintenir. Donc ça, j'imagine qu'il faudrait voir s'il y a une attention. En fait, ouais. C'est super intéressant cette question parce qu'elle vient d'être, il vient d'avoir des éléments de réponse. Et en fait, l'âge cérébral, quand on le mesure à un temps T, il est très lié à des variables comme le poids à la naissance ou des variables vraiment liées à l'état antérieur. Et c'est pour ça qu'en fait, nous, on souhaite développer cet âge longitudinal parce qu'en ayant plusieurs points dans le temps, on va avoir une fonction d'accélération du déclin. Et c'est là où on va pouvoir répondre en partie à cette question-là. On pourrait, par exemple, déterminer quel est le statut du cerveau que l'on s'attend exact. Dont la taille de la boîte crânienne, je ne sais où, mais parce que sinon, faire des études longitudinales, l'idée, ce serait d'utiliser des bases de données qui, au jour d'aujourd'hui, nous permettent de le faire. Donc ça, c'est super parce qu'il en existe plusieurs, dont Simacu, par exemple. Donc c'est grâce à ces bases de données qu'aujourd'hui, on va pouvoir estimer ces fonctions-là longitudinales. Mais c'est vrai que la prise en compte du volume crânien, etc., tout ça va rentrer également dans le modèle. Alors, une question que j'avais, c'était par rapport à différents réseaux. Oui. Parce que là, ça complexifie il y aura la chose. des âges, tout à fait. Mais alors, ce que je me demandais, parce que vous associez tout ça à des facteurs, je me demandais si vous avez des hypothèses par rapport à, par exemple, à la réserve ou au maintien dans des réseaux particuliers, en lien avec des caractéristiques particulières du style de vie, l'agilité linguistique ou l'activité physique. Est-ce que vous allez à ce point décortiquer finement aussi les proxys de réserve? Alors, ce serait super intéressant d'un point de vue recherche, puis ensuite pour de la prévention, d'aller dans ce détail-là. Et effectivement, on peut voir que le bilinguisme, par exemple, agit beaucoup sur les réseaux du contrôle.
les réseaux de contrôle. Donc, on va tester ces hypothèses-là pour vérifier finalement que les âges cérébro-cognitifs du contrôle sont en lien ou non avec certaines variables, et notamment avec un intérêt pour le bilinguisme, oui, et d'autres variables, toutes les variables en fait qu'on va pouvoir avoir qui vont être des proxys de la réserve, vont nous permettre on va essayer de les tester, de les mettre à l'épreuve pour avoir des preuves et mettre en place des interventions de prévention basées sur les preuves. Merci beaucoup. Merci. Merci Aline et Anna-Inès. Pour ta présentation, c'était vraiment intéressant. Moi, je voulais également poser une question sur ce suivi longitudinal et puis sur l'intégration des différents facteurs liés à la vie de l'individu, puis à ce dans quoi il va s'engager. On sait que les différentes transitions de vie, certaines étapes dans la vie de l'individu peuvent aussi venir modifier en fait, la pratique qu'il va avoir, que ce soit d'activité socialement stimulante, cognitivement stimulante. Est-ce que vous allez déjà considérer ces potentielles transitions et puis changements de vie importants? Et si oui, comment vous allez les intégrer dans le modèle? Alors, sur certaines bases de données, on va avoir un suivi longitudinal de l'activité de vie. Donc, on peut les intégrer à chaque temps, finalement. À chaque fois qu'on va avoir l'estimation d'un âge cérébral, on aura associé aussi l'estimation d'un profil d'activité physique, d'activité cognitive, des scores neuropsychologiques, etc. Donc, on va avoir ce profil multimodal à chaque temps. Donc, on va pouvoir aussi estimer la trajectoire des styles de vie et voir si elle est en lien avec ces âges cérébraux. Donc, ce sera possible de merger ces différentes données, ouais, effectivement, et c'est super intéressant. D'autres questions? C'est une question un peu en détail, mais parce que moi ça m'intéresse. Dans les réseaux considérés, est-ce que vous prenez en compte les réseaux Ouais, c'est une très très bonne question. Idéalement, il faudrait. Quand on met l'IRM anatomique dans le modèle, il y a toutes les structures. On peut étudier toutes les structures. Là, dans ces réseaux-là, c'est essentiellement des réseaux corticaux. Donc, pour ces réseaux-là, on n'a pas forcément on n'a pas les structures sous-corticales, mais on peut cibler certaines structures sous-corticales si on le souhaite. Alors, globalement, en fait, ma réponse, c'est nous, si on se focalise sur les réseaux qu'on a définis ici, sur les bases du critère de connectivité anatomique macroscopique, on n'a pas les structures sous-corticales. Mais si on souhaite le faire spécifiquement, l'algorithme, il est évolutif. On peut très bien lui dire de cibler telle ou telle région ou différents sous-réseaux. Là, on se base sur l'atlas Aïcha, qui est un atlas de connectivité fonctionnelle développé à Bordeaux. Mais on va utiliser les atlas aussi de FreeSurfer parce qu'en fait, on a des bases de données où on a déjà ces atlas qui sont implémentés, qui ont été analysés. Enfin, les données ont été analysées sous ces atlas-là et qui contiennent le cervelet et des structures sous-corticales. Merci, c'est très intéressant. Je vous ai entendu parler de spécificité, ensuite de sensibilité. J'avais, par curiosité, je me demandais quelle est votre perspective, qu'est-ce que vous prioriseriez entre la sensibilité de votre algorithme ou la spécificité pour détecter un parcours futur pour un patient, en sachant qu'il devait dire qu'il y a une chance de développer telle maladie, avoir un impact sur ses comportements. Quelle était votre approche présentement? Si on préfère se focaliser sur la sensibilité ou la spécificité, c'est ça. La sensibilité diagnostique, elle est quand même importante dans le sens où on va pouvoir le faire à des stades
le plus précoce possible, donc aussi mettre en place des interventions thérapeutiques ou en tout cas de prévention le plus précocement possible. Donc je pense que c'est quelque chose d'important. Ensuite, pour la spécificité et diagnostic différentiel, c'est peut-être, c'est très important aussi, mais peut-être moins. Bah, c'est un peu difficile, hein, dans l'idéal les deux, mais je dirais au moins la sensibilité diagnostique pour qu'on puisse déjà identifier précisément les profils à risque, sachant qu'à l'heure actuelle, c'est pas encore, c'est loin d'être le cas. Merci. Autre question? Merci beaucoup, Élise. Merci à vous. Merci beaucoup.